Europe 1, Christophe Ondelatte. À la Nouvelle-Calédonie, les plages de sable blanc, l'eau émeraude et cristalline, le récif corallien, le paradis, quoi. Et là, nous sommes dans le paradis des paradis, l'île des Pins, un atoll de 14 km sur 18 km, la douceur de vivre à l'état brut. Mais vous vous doutez que je vais casser un peu l'ambiance, n'est-ce pas? Je ne peux pas m'empêcher de transformer le paradis en enfer. Je me soigne, hein, mais pour l'instant, c'est un échec. Sur cette île des Pins se trouve un gîte pour les touristes, le gîte de Coubertin. Nous sommes le 2 mai 2002 en fin de soirée et la gérante est inquiète, au point d'appeler la gendarmerie de Kuto. C'est au sujet d'une jeune japonaise qui voyage seule. Elle a pris un bungalow ce matin, elle devait dîner ici, elle m'a même commandé des langoustes. Et ça fait des heures que je l'attends et j'avoue que je commence à être un peu inquiète. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, la pluie ne va pas tarder, elle finira bien par rentrer. Elle s'appelle comment, votre japonaise? Kusama. Mika Kusama. Bon d'accord, rappelez-nous demain, s'il est toujours pas rentré. Et le lendemain, elle n'est pas réapparue. La gérante rappelle donc les gendarmes. C'est toujours pas de nouvelles. Alors ce matin, elle avait réservé une sortie en pirogue. Le piroguier vient de m'appeler. Il l'a pas vue non plus. Bon, elle s'appelle Mikaku-sama, d'après ce que vous m'avez dit hier. Vous pouvez me la décrire? Oh, elle a 29 ans, d'après ses papiers. Elle est charmante, hein. Les cheveux noirs, longs, plutôt fluettes. Et quand elle est partie hier matin, elle portait une robe jaune, je crois. Oui, jaune. Et elle parle français. Pas trop mal. Les gendarmes de Kuto vérifient les registres des bateaux qui assurent la liaison avec l'île des Pins. Elle n'a pas quitté l'atoll, qui est une île de 155 km². On devrait la retrouver vite. Les gendarmes débarquent donc au gîte de Coubertin. Bonjour madame, vous pouvez nous montrer son bungalow? Elle n'y a pas dormi une minute, mais elle a laissé ses affaires, suivez-moi. Des vêtements, bien sûr, un agenda, un paquet de cigarettes et une canette de bière. Bon on va signaler sa disparition au parquet de Nouméa, hein, et puis on va se mettre à sa recherche. Le parquet ouvre aussitôt une enquête pour disparition. Et les gendarmes de Kuto se lancent à la recherche de la jeune Mika. 155 km², ça n'est pas grand en effet. Mais eux, ils ne sont que 4. Alors assez vite, ils font appel aux habitants. Et puis au bout de 2 jours, à un hélicoptère. Mais toujours aucune trace de la japonaise. Bon, il nous reste plus que Kanumera. Ah non, tu sais bien que Kanumera, on peut pas y aller comme ça, hein. La baie de Kanumera, tout près de celle de Kuto, cache un petit îlot rocher d'1 demi-hectare, accessible à pied à marée basse. Et là où l'autre a raison, c'est qu'en théorie, ce petit îlot corallien est français, comme tout le reste de la Nouvelle-Calédonie. Mais en pratique, disons que ça n'est pas si simple. Car le clan Konou, qui est rétif à la colonisation française, a décidé que ce rocher était à lui. Et donc, pour les gendarmes, débarquer sur cet îlot comme ça, c'est impensable. Impensable. Et pourtant, d'après ce qu'on dit, il s'en passe des trucs sur ce rocher. Toute une faune s'y est installée, toute une tribu de traînes savates. Officiellement, ils sont là pour renouer avec la culture kanak séculaire, le tressage, la sculpture. Mais en vérité, d'après ce qu'on dit, ils consacrent essentiellement leur temps à cultiver du cannabis et de la datura, l'herbe du diable. Si les gendarmes veulent y mettre les pieds, ils doivent d'abord négocier avec les 2 grandes gueules qui défendent leur bout de terre. Ambroise, dit Didim, le chef du clan Konou, et Antoine Konou, son frère. Les Konou étant l'une des 8 familles ancestrales de l'île des Pins.
Et donc les gendarmes négocient, et les voilà sur le rocher de Canoumérin. Et après 4 jours de recherche, avec l'aide des habitants de l'île, au pied d'un arbre, ils tombent sur un cadavre calciné. Et regarde, c'est la chinoise. C'est pas une chinoise, banane, c'est une japonaise. Son cadavre est en partie dénudé. Il est entouré de pierres et recouvert de branchages, comme pour un rituel. Les gendarmes retirent les branchages. La jeune japonaise a le côté droit du visage fracassé et le thorax enfoncé. Ah, un détail qui aura son importance plus tard. Ça n'est pas un homme du clan Konu qui a découvert le cadavre. C'est un homme du clan Kouaté, le clan rival. Et le lendemain, c'est encore un homme du clan Kouaté qui repère les affaires de la jeune japonaise dans le trou d'un rocher. Bon, alors on a un guide touristique, des claquettes, des lunettes, une serviette de bain, un paquet de cigarettes et les restes d'un appareil photo qui manifestement a été volontairement détruit. L'autopsie, malheureusement, n'apporte pas beaucoup d'éléments. Le corps est beaucoup trop abîmé par le feu, et par la putréfaction. Je ne peux même pas vous dire si elle a été violée. Maintenant, regardez. Regardez la partie droite du visage et le thorax. Ils ont été écrasés par un objet lourd et couvert d'arêtes. Moi, personnellement, j'opterais pour une pierre corallienne. Et là, j'appuie sur pause pour faire le point. Qui a pu commettre le crime? Les frères Konu? Ah bah c'est leur île, non? Et puis, ils ont un passé, les deux frérots. Un jour, ils s'en sont pris à des touristes qui avaient eu l'outrecuidance de vouloir visiter leur îlot. Et ils ont été condamnés pour ça. Et Antoine Konu, avec sa barbe hirsute qui lui remonte jusque sous les yeux, a déjà été condamné pour viol. Et puis il y a autre chose. Tous les habitants de l'île des Pins ont participé aux recherches, sauf le clan Konu. C'est pas bizarre, ça? C'est pas suspect? D'autant qu'on commence à avoir des témoignages. Quelqu'un a vu Antoine Konu en compagnie de la japonaise le matin du 2 mai à 10h15. Et un autre a vu le même Antoine Konu avec au doigt une bague de la japonaise. Il l'a décrite, cette bague. Et ça colle. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à arrêter les frères Konu. Le lendemain de la découverte du cadavre, les gendarmes de Couteau, épaulés par des gendarmes mobiles, encerclent la maison des Konu. Didim Konu se rend sans résister. Mais comme par hasard, son frère Antoine prend la fuite. Rassurez-vous, il est vite rattrapé. Et les voilà tous les deux en garde à vue à la gendarmerie de Couteau. Monsieur Ambroise Konu, vous pouvez nous donner votre emploi du temps pour la journée du 2 mai? Qu'est-ce que vous venez me chercher des histoires? Ça vous a pas suffi de nous prendre nos terres au 19e siècle? Ça n'est pas la question que je vous pose, monsieur Konu. Je vous parle de votre emploi du temps le 2 mai. Un emploi du temps? Est-ce qu'on a un emploi du temps, Chez nous, il n'y a pas d'emploi du temps. Coriace. Et le petit frère Antoine aussi. Antoine, quelqu'un dit qu'il t'a vu avec la japonaise jeudi matin. Mais c'est faux, ça. Moi, je sais pas qui c'est, cette japonaise. Une autre personne t'a même vu avec sa bague au doigt. Mais c'est pas possible, ça. Regardez mes mains. Vous voyez que je peux pas enfiler la bague d'une japonaise. Les gendarmes regardent ses mains, et ce sont de grosses paluches. Sur ce coup-là, il n'a pas tort. Les frères Konu sont toujours devant les gendarmes, et la chose assez inhabituelle, le juge d'instruction demande à un psychiatre d'expertiser les deux frères pendant la garde à vue.
Enfin, d'habitude, les expertises psychiatriques ont lieu beaucoup plus tard, pendant l'instruction. Mais là, c'est tout de suite. Bon, eh bien, je vais vous envoyer mon rapport, hein. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que ils ont des personnalités que l'on qualifie généralement de psychopathiques, avec tout de même un potentiel d'agressivité nettement supérieur à la normale, une intolérance à la frustration qui est digne d'un enfant de 3 ans, je dirais, une prédisposition au déni et par ailleurs un goût assez marqué pour l'alcool et les stupéfiants. Bon, ben la messe est dite. À la fin de leur garde à vue, les frères Conou sont envoyés à Nouméa devant le juge d'instruction, qui les met tous les deux en examen pour meurtre, et les envoie au Gnouf. Le lendemain, un homme vient apporter à la brigade 2 grosses pierres tachées de sang. Il les a trouvées. Et c'est encore un couaté. Je les ai trouvées sur le rocher de Kanoumera. Et le laboratoire de Nouméa confirme que le sang est celui de la japonaise. Ces 2 pierres seraient donc les armes du crime. Décidément, les couatés sont une aide précieuse pour cette enquête. Dans la foulée, plus d'une centaine de témoins sont interrogés. Oh, moi je l'ai vue dans la journée du 2. Elle avait une robe jaune. Moi aussi, je l'ai vue. Elle était main dans la main avec un blanc. Et ça, ils sont plusieurs à le dire. Mais il y a un problème. Il y a 2 autres japonaises sur l'île en ce moment. Et toutes les 2 sont en couple avec un blanc. Alors est-ce qu'ils n'ont pas confondu? Mais bon, explorons cette piste. Et écoutons ce nouveau témoin. Le blanc, là. Il avait les cheveux très très courts. Très courts comme un militaire? Ça, c'est très intéressant parce que sur l'île des Pins, justement, il y a une base militaire, l'IGSA. Et en ce moment, 80 soldats s'y reposent après une mission de 3 mois en Afrique. Alors les gendarmes vont voir l'officier qui les commande. Ah, ça n'est pas possible. Aucun de mes hommes n'a quitté la base depuis le 2 mai. S'il le dit, on le croit. D'autant qu'on a les frères Conou. Le problème, c'est que les gendarmes viennent de recevoir les résultats des analyses ADN. Ils espéraient qu'on trouverait l'ADN du ou des tueurs sur le corps de la jeune Mika. Macache. Et aucune trace non plus de l'ADN de la japonaise sur les frères Conou, sur leurs affaires et dans leur barque. Du coup, leurs avocats montent au créneau auprès du juge. Enfin, leur incarcération est abusive, monsieur le juge. Vous n'avez aucune preuve valable de leur culpabilité. Ça n'est pas faux. Résultat, Didim, le chef du clan, est libéré. Mais pas son frère Antoine. Et ça s'explique peut-être parce que, en tant que chef, Didim a pu se payer un bon avocat, alors que son frérot a dû se contenter d'un avocat commis d'office. Et puis, Didim a donné au juge un alibi, et pas Antoine. Et puis Antoine, je vous l'ai déjà dit, a été condamné quand il avait 16 ans pour le viol de sa petite amie. Mais bon, avec tout ce que je vous ai raconté depuis le début, il n'y a pas beaucoup de doutes sur leur personnalité à l'un et à l'autre. À l'exception de 2 ou 3 points qui sont incohérents. Si les frères Conou sont coupables, pourquoi est-ce qu'ils ont laissé son corps sur leur rocher? Ils devaient se douter qu'on allait immédiatement les incriminer. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas transporté le corps d'un coup de barque sur l'île des Pins? Ou pourquoi ne l'ont-ils pas balancé à la mer, au-delà de la barrière de corail? Ça aurait fait la joie des requins. Ça ouvre une porte, tout ça. Et si quelqu'un avait volontairement transporté le corps de la jeune Mika Kusama sur le rocher des Conou pour les faire tomber? C'est une hypothèse qui tient la route. Mais ça n'intéresse pas beaucoup le juge d'instruction qui décide, après moins de 2 ans d'enquête, de renvoyer les 2 frères Conou devant la cour d'assises.
Le procès s'ouvre le 16 février 2004 à Nouméa. Et il commence par un coup de théâtre signé des avocats des Conous. Nous constatons que les scellés, qui sont ici dans ces 2 sacs poubelles et qui contiennent les effets de mademoiselle Kusama, n'ont jamais été analysés. C'est assez surprenant, n'est-ce pas? Et donc dans le cadre de l'instruction, je dirais que c'est intolérable. Pas faux, ça. Bien, monsieur le greffier. Veuillez procéder à l'ouverture des scellés. Dans le premier sac, on trouve les affaires de la victime, celles qu'on a trouvées dans un trou du rocher de Canumera, et puis dans l'autre, les affaires saisies dans le bungalow du gîte de Kuberka, plus un échantillon de terre prélevé sous le cadavre. Enfin, monsieur le président, il est parfaitement hallucinant que tous ces éléments n'aient pas été exploités. Nous vous demandons, monsieur le président, d'interrompre ce procès sans preuve et de demander un supplément d'information. Et les avocats obtiennent gain de cause. L'instruction a été bâclée, le procès est ajourné. Prière de reprendre l'enquête. Assez vite, Antoine Conou, qui est en tôle depuis 3 ans et 4 mois, est libéré. Et il rejoint son frère aîné sur l'île des Pins. Et le juge se met à exploiter les fameux scellés. Rendez-vous compte, même la pellicule de l'appareil photo jetable et fracassé retrouvé près du cadavre n'a pas été développée. C'est assez dingue. Alors on développe la pellicule. Elle ne contient pas grand-chose d'intéressant. Des photos comme tous les touristes en prennent. Le lagon vert émeraude, la nature luxuriante. On envoie les photos aux parents de la jeune Mika au Japon. C'est très étonnant. Habituellement, notre fille ne prenait pas ce genre de photos. Des paysages. Ça ne lui ressemble pas. Notre fille prenait des photos des gens plutôt. Et là, hypothèse. Et si cet appareil photo jetable retrouvé près du cadavre n'avait rien à voir avec le crime? S'il avait appartenu à quelqu'un d'autre? Les mégots, maintenant, retrouvés près du corps. Le juge les envoie au labo avec pour mission de dégager de l'ADN. Désolé, hein. On a trouvé des ADN inconnus, mais qui ne sont pas les ADN des 2 frères connus. Hein. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Ensuite, on procède à la traduction de l'agenda de la japonaise. Il s'avère que c'est une sorte de journal intime dans lequel elle parle de garçons. La police nippone est mise à contribution. We would want to know if one of her boyfriend was in Caledonia in May 2002. Est-ce que l'un de ses petits copains était en Nouvelle-Calédonie à l'époque? La réponse est non. Les petits copains sont restés au Japon. Reste l'échantillon de terre prélevé sous le corps de la victime. C'est clair, le juge jusqu'ici n'avait pas pensé à la faire analyser. C'est dingo. Et l'analyse détecte la présence d'un accélérateur de feu. Et ça, c'est typiquement le genre de produit qui est utilisé par les soldats pour démarrer le feu lors d'un bivouac. Retour donc de l'hypothèse de l'implication de militaires de la base de l'IGSA, qui entre-temps sont rentrés chez eux, bien sûr. Alors est-ce que pour autant il faut absolument les chercher? Ça serait un travail titanesque. Et sans doute pour rien, parce que finalement il n'y a pas que les troufions qui utilisent ce genre de produit à base de white spirit. Bon on n'a pas beaucoup avancé. Pile à ce moment-là, apparaît un témoin qui veut rester anonyme. Je souhaiterais attirer votre attention sur une personne qui réside à Nouméa, un banquier de Nouméa. Il vient régulièrement sur l'île des Pins pour faire du surf ou du bateau. Et en général, il est très entreprenant avec les jeunes femmes qu'il croise sur l'île des Pins. Et quand elles le repoussent, il peut être très agressif.
et même violent. Que faire de ces accusations 3 ans après? Pas facile. Bon, on l'arrête et on le place en garde à vue. Mais enfin, je vous dis que j'ai rien à voir avec cette histoire, moi. Pourquoi j'irais brûler une japonaise? Écoutez, je suis en plein divorce, hein. Et ma femme est capable de tout pour récupérer la garde de nos enfants, y compris de payer de faux témoins pour me faire endosser un meurtre. Les gendarmes libèrent le banquier au bout de 4 heures de garde à vue. Bien, il est temps de clore l'instruction. Mais avant de retourner devant les assises, l'avocat de la famille de la japonaise demande à ce que le juge d'instruction organise un déplacement sur le rocher de Kanumera. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il sait que les avocats des frères Konou vont défendre que la japonaise a été tuée avant d'être transportée sur le rocher, qu'ils vont dénoncer un coup monté, avec des arguments qu'ils ont déjà fait entendre dans les médias. Vous noterez que le corps n'a pas été retrouvé lors de la première fouille, ni de la deuxième fouille, mais seulement à la 3e fouille, alors que le cadavre se trouvait finalement au bord de l'unique sentier qui passe à travers la jungle du rocher. Alors peut-être me direz-vous qu'ils ne l'ont pas vu, mais ils auraient pu le sentir, enfin. 3 jours en climat tropical, même si le corps était dissimulé sous des branchages. Ils auraient été alertés par l'odeur du cadavre décomposé, sans parler des mouches. Ce que nous disons, c'est que si les gendarmes n'ont pas vu le cadavre à leur premier et à leur 2e passage, c'est qu'il n'y était pas encore. C'est qu'on l'a mis après pour incriminer nos clients. Et donc, pour barrer la route à ce raisonnement, l'avocat de la famille de la japonaise veut démontrer avant le procès qu'il est impossible d'avoir amené le corps là, après le meurtre, qu'elle a forcément été tuée sur place. Mais voir, regardez, monsieur le président, si on avait voulu amener le cadavre ici, il aurait fallu passer par cet escalier. Et vous voyez l'état des marches? Pour descendre cet escalier, vous constatez qu'il faut se tenir sur le rocher avec les mains. Comment voulez-vous que quelqu'un, et même 2 personnes, aient pu transporter un cadavre ici? C'est impossible, monsieur le juge, c'est impossible. Elle a forcément été tuée là où on l'a trouvée. L'avocat d'Antoine Konou, qui défend lui l'idée que quelqu'un d'autre a tué la japonaise et qu'on a voulu faire porter le chapeau aux frères Konou en portant le cadavre sur leur territoire, n'est pas du tout convaincu par la démonstration. Moi, je dis qu'un homme en forme peut très bien avoir gravi le rocher en portant le cadavre sur son épaule. J'en suis convaincu. Pourquoi pas? Mais est-ce que les frères Konou, qui interdisent à quiconque l'accès à leur rocher, ont laissé passer un type avec un cadavre sur son épaule? Même si des tas de gens racontent qu'ils sont allés s'y promener sans être vus. Les frères Konou ne surveillent pas le rocher 24 heures sur 24. Sommé de s'expliquer, l'un des gendarmes qui a procédé aux premières fouilles du rocher tente de se justifier. Il était peut-être là, ce cadavre, hein, quand on est passé la première fois et la 2e fois. Alors vous dites qu'on aurait dû le sentir. Mais il avait beaucoup plu ce jour-là. Et la pluie avait lavé la scène de crime, et sans doute éloigné les mouches. C'est pour ça qu'on l'a pas senti. Pourquoi pas? Mais il y a quand même un élément qui joue en faveur des frères Konou. On sait que la japonaise a été violemment frappée sur le thorax avec des pierres coralliennes. Or, des pierres coralliennes, il y en a aussi partout sur le sol. Si elle a été tuée sur place, en tombant, son dos aurait dû être marqué. Or, quand on regarde les photos du cadavre, il n'y a pas de marque sur le dos, ce qui semble indiquer qu'elle a été tuée ailleurs que sur le rocher. Autre chose qui joue en faveur des frères Konou, la violence des coups portés aurait dû faire couler beaucoup de sang. Or, on n'en a pas trouvé, ou si peu. Est-ce que ça n'est pas le signe qu'elle a été tuée ailleurs, par d'autres?
Réponse des avocats de la famille japonaise. Enfin, il a plu à torrent dans la nuit du 2 au 3 mai. Le sang s'est écoulé avec les eaux de pluie, voilà tout. Bref, le procès va être chaud. Les deux camps ont des arguments. Et je vous défie de présumer du verdict. D'autant que les avocats des frères Konou ont recueilli les témoignages de dizaines de personnes qui disent avoir vu Antoine Konou à des kilomètres du lieu du crime ce jour-là. Rien n'est gagné. Pour personne. Le procès s'ouvre le 28 novembre 2007, 5 ans après le meurtre de la touriste japonaise, devant la cour d'assises de Nouméa. Dans le box des accusés, Antoine et Ambroise Konou présentent bien. Antoine Konou n'est plus le barbu hirsute des débuts de l'enquête, il s'est rasé, il s'est coiffé, il a laissé pousser sa moustache, et ma foi, il a belle allure. Autant vous dire que le procès est assez chaud. Les avocats des deux parties sont déchaînés. Et les accusés qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer en public sont un peu paumés. Moment marquant, le témoignage à la barre de l'expert psychologue qui a qualifié les frères Konou de psychopathes, incapables de gérer leurs émotions. Harcelés de questions par les avocats des Konou, ils piquent une crise de nerfs, figurez-vous. Et ça fait bien marrer la salle. Après 3 semaines et demie d'un procès très violent, l'avocat général requiert l'acquittement pour Ambroise Konou, mais 20 ans de réclusion pour Antoine Konou. Après 7 heures de délibéré, Ambroise Konou est effectivement acquitté et son frère Antoine prend 15 ans. Mais bien sûr, le parquet fait appel de l'acquittement d'Ambroise et Antoine fait appel de sa condamnation à 15 ans. Il y aura donc un deuxième procès. Et en attendant, Antoine Konou est envoyé derrière les barreaux. Mais à la faveur d'une erreur dans la rédaction du mandat de dépôt, il est libéré après 5 mois de détention. Dans l'attente du procès en appel, les deux frères s'organisent. Un comité de soutien aux accusés est monté, un site internet leur est dédié, ainsi qu'une page Facebook. Et de nombreux artistes du coin leur apportent leur soutien. A priori, ça ne devrait pas peser sur la cour d'assises. Mais allez savoir. Leur procès en appel débute le 14 avril 2009, 7 ans après le meurtre de Mika Kusama. Au banc des accusés, les frères Konou ont beaucoup changé. Depuis 2 ans, ils ont appris à se défendre. Et il devient difficile de voir en eux les sauvages décrits par l'accusation. Et le médecin légiste leur apporte un sacré coup de main. J'avoue que je suis surpris qu'à l'endroit où le corps a été retrouvé, on n'ait pas trouvé une marque de sang. Au regard des blessures, ça me paraît très improbable. Et forcément, ça vient renforcer la théorie d'un meurtre commis en dehors du rocher, par d'autres personnes. Et ça explique le verdict. Au terme d'1 heure et demie de délibéré, les 2 frères Konou sont acquittés du meurtre de Mika Kusama. À cette annonce, le clan Konou explose de joie. Et nous, on ne saura jamais qui a tué la japonaise. Maître Frédéric de Grélan du barreau de Nouméa, merci d'être là. Vous étiez dans ce dossier l'avocat de la famille de Mika Kusama. Avant de commenter le verdict, on doit donc supposer que l'enquête continue sur le meurtre de Mika Kusama. C'est effectivement ce que j'aimerais bien, puisqu'on a quand même un meurtre assez effroyable qui a été commis et pour lequel on n'a toujours pas de coupable. La dernière fois que j'ai posé la question au procureur, le précédent procureur, il m'avait répondu de façon assez cash en m'indiquant que il n'avait pas envie d'empoisonner les gendarmes avec un cold case qui était déjà trop vieux. Et donc j'ai un peu l'impression de me battre tout seul, mais je suis pas prêt à renoncer quand même.
Une question, parce que en filigrane, il y a ces surprises qu'on a de l'implication de la famille du clan Kouaté, à la fois dans la découverte d'un certain nombre de preuves et même dans la découverte du cadavre. Est-ce que la piste Kouaté est une piste susceptible d'apporter du nouveau ? À mon avis, pas du tout. En fait, ce qu'il faut se figurer dans la topographie des lieux, c'est que vous avez sur la plage, une plage qui est assez courte, très jolie mais assez courte, avec le rocher pile en face et au milieu, vous avez, en gros, vous avez deux familles qui vivent. La famille Kouaté et la famille Connue. Et la famille Connue est celle qui a revendiqué le rocher et qui se l'est littéralement approprié. Donc c'est ce qui faisait d'eux les suspects initiaux. Le clan Kouaté, en fait, on n'a jamais trouvé d'éléments probants qui permettent de les impliquer. C'est pas, à mon avis, une piste sérieuse. C'était surtout des affaires de politique, puisqu'il y avait pendant le même temps la désignation du petit chef de la tribu. Donc c'est le représentant Kouaté qui a été désigné, et ils ont vu ça comme une cabale, et que c'était destiné en fait à écarter les connus de la chefferie. Tout ça me paraît assez fumeux, pour tout vous dire, et pas en rapport avec le dossier. En revanche, il y a d'autres pistes, et une en particulier qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus sérieuse. En 2 mots, vous dites qu'il y aurait une autre piste pour vous. Vous pouvez nous dire laquelle ? Bien sûr. Vous avez parlé de la bague, et c'est un point qui est extrêmement intéressant, parce que cette bague n'a jamais été retrouvée. Quand j'ai repris le dossier, j'ai interrogé les parents, ce qui était compliqué, puisque vous les avez fait parler français, mais ils ne parlent que japonais. Oui. Et les parents donc m'ont confirmé que leur fille avait bien une bague, et ils m'ont envoyé une photo de cette bague. En fait, elle avait acheté 2 bagues, une pour sa meilleure amie, une pour elle. Et la bague qu'elle avait, elle ne l'a quittée jamais, enfin elle l'a gardée toujours avec elle, mais elle ne la portait jamais en journée. Elle ne la portait qu'en soirée et à l'index. Et donc cette bague, comme on l'a pas retrouvée au Japon, on l'a pas retrouvée non plus dans ses affaires et dans son sac. Cette bague avait disparu, elle avait été volée. Et donc la personne qui a dit avoir vu Antoine avec cette bague, eh bien, il a quand même fait une description de cette bague. Oui. Il avait dit c'est un petit anneau avec un diamant dessus, donc un solitaire avec juste un diamant. Il avait peut-être une chance sur 100 de tomber juste, quoi. Et la personne en question dont je vous parle, c'est un Kanak, c'est pas un joaillier, c'est un docker de l'île des Pins. Comment cette personne peut avoir vu cette bague si elle n'était pas au doigt d'Antoine ? Et je suis à peu près certain aujourd'hui qu'Antoine n'y est pour rien, effectivement, dans cette histoire. Le fait de l'avoir décrite, cette bague, pour moi, démontre que cette personne l'a vue, et s'il l'a vue, c'est qu'il l'a tuée avec Nika Kusama. Mais cette personne, vous n'avez pas son nom. Ah si, j'ai son nom, bien sûr, mais je peux pas le donner à la radio non plus. Je m'en doute. Ça constituerait une accusation, mais j'ai fait un très long dossier récapitulant tout ça pour l'avocat général et le procureur de la République, en expliquant tout ça, puisque y a un certain nombre de choses. Par exemple, vous avez dit que les gendarmes sont allés 3 fois sur le rocher. Non, la seule fois où ils sont montés sur le rocher, c'est après que le corps ait été découvert. C'est à ce moment-là seulement qu'ils ont fait le tour du sentier, qui fait quand même une circonférence d'un demi-hectare, comme vous l'avez dit, donc qui est assez long, escarpé, difficile à trouver. Pour moi, les gendarmes ne sont pas montés sur le rocher pour vérifier avant. En revanche, ce qui a été découvert par des gens de l'île des Pins, et ça c'est l'un des témoignages, c'est une empreinte de pas à l'entrée du rocher, sur le sable, d'une chaussure Caterpillar, donc il y avait la marque 4, et il se trouve que la personne en question qui a dit avoir vu Antoine avec cette jeune fille, qui est la même qui a dit avoir vu Antoine avec la bague, porte ses chaussures 4. Donc il y a beaucoup de choses. Je vois pas d'autres hypothèses crédibles dans cette histoire. Le gars en question, en plus, est atteint de schizophrénie, et il faisait partie d'une liste un petit peu étrange qu'avait donné le psychiatre, médecin-chef de l'hôpital psychiatrique de Nouméa, en disant il avait fait une liste de 5 noms de personnes qui étaient susceptibles d'avoir commis ça, de personnes qu'il avait eues, lui, en soins. Et je crois qu'il était le 2e sur la liste. D'abord, comment est-ce que vos clients, qui sont donc japonais, qui ne parlent pas français, qui sans doute n'ont rien compris à ce procès, ont encaissé le verdict d'acquittement? Alors, je vais vous dire, d'abord, je pense qu'ils ont compris et suivi, puisqu'il y avait 2 traducteurs en permanence pour leur traduire tout ce qui se passait. Ils ont été choqués par le déroulement. Vous avez parlé de grande violence. C'est vrai que les avocats de la défense ont été à ce moment-là assez violents, notamment dans la façon de parler, notamment en reprenant le terme de chinoise ou de japonaise au lieu de parler de son nom. C'est pas chosifié, c'est une victime avec un nom et un prénom.
c'était une personne. Et ça, ils l'ont mal vécu. Par contre, le fait que autant d'importance ait été accordée à leur fille, sur une enquête aussi longue, sur autant de temps, etc., déjà pour eux, c'était quand même très important. Ils sont japonais, j'ai envie de dire, c'est un peu une lapalissade, mais ils ont un comportement qui est quand même très zen. Moi, j'ai beaucoup appris avec eux de ce côté-là. Et le fait pour eux d'avoir pu aller sur le rocher, puisqu'ils ont réussi à faire cette démarche, de voir l'endroit où leur fille a été tuée, de voir ensuite là où ses restes ont été enterrés, et d'avoir pu, je me souviens en particulier que la maman avait apporté une dent de lait de sa fille qu'elle a pu aller déposer sur la tombe. Ils en sont repartis quand même rassérénés, parce qu'ils étaient, leur fille a été prise en considération, leur fille n'a pas été oubliée, et le verdict finalement pour eux importait moins que pour moi, j'ai envie de dire. Parce que vous, comment vous l'avez encaissé, ce verdict d'acquittement? Difficilement, parce que j'avais pas encore fait tout ce travail de rétrospectif, et donc il y avait beaucoup de choses qui me paraissaient étranges dans la défense d'Antoine. Ces témoins qui apparaissent à la dernière minute, qui sont cités par la défense et qu'on n'a jamais entendu le cours de l'instruction, donc ils sont entendus 5 ans après. Cette préparation médiatique aussi au procès, tout ça était quand même particulier. Et donc moi j'étais à ce moment-là encore convaincu de la culpabilité d'Antoine.